Salut à tous et bienvenue dans ce 5e numéro de Retour vers le début, le podcast qui raconte les débuts de celles et ceux qui font le cinéma français. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une des plus célèbres voix françaises de doublage. Elle est la voix notamment là de Margot Robbie dans le dernier Barbie, mais aussi d'Harley Quinn. Elle a fait les Sœurs Olsen. C'est la voix de Piper Perabo. Elle a fait du doublage dans des films comme Rocky, comme Fast and Furious, Star Wars, Le Loup de Wall Street. Je peux pas tout dire tellement sa carrière est énorme, mais on va en discuter ensemble. On va revenir surtout sur ses débuts. Salut Dorothée Pousseau. Salut Léa, salut à tous. Merci beaucoup de m'accueillir, ça fait hyper plaisir. Attends, tu plaisantes. C'est fou parce qu'on a le même âge. On va dire un tout petit peu plus que 40. Voilà, c'est ça. Pour être sympa avec nous-mêmes. Mais t'as presque 40 ans de carrière, quoi. C'est incroyable. Oui, j'ai commencé toute petite. Toute petite. Donc c'est ça que je veux savoir. Déjà, c'est quoi ton enfance? Tu viens de quel style de famille? Est-ce que tu connaissais déjà des gens dans le milieu? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu es une enfant de la balle? Est-ce que tu as poussé les portes? Est-ce que c'est le hasard de la vie, une rencontre? Donc raconte-nous déjà, dans quel style de famille t'es née? Alors moi, du coup, déjà, je suis pas du tout une enfant de la balle, mais pas du tout. Ouais. On peut dire que j'ai poussé les portes et aussi que il y a eu beaucoup de hasard. Ouais. En fait, moi, j'ai grandi. Voilà, mon père était pilote de ligne, retraité maintenant. Ouais. Pilote de ligne, il a fait 40 ans chez Air France. Ma mère était hôtesse de l'air. Ouais. Voilà, on se demande comment ils se sont rencontrés. Tu m'étonnes, évidemment. C'est pas un cliché du tout. Du tout, évidemment. Et donc, et moi, je suis arrivée deuxième, numéro 2. Ouais. Après, un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Ok. Grégory, avec qui je m'entends hyper bien. Donc, je suis très très proche aujourd'hui encore. Ouais. Et en fait, on a grandi, j'habitais dans le 13e, dans le quartier chinois à Paris. Ouais. Et puis en fait, ma vie se déroulait complètement normalement, enfin pas complètement, parce que quand t'as des parents pilotes de ligne et tout, tu voyages quand même pas mal, donc c'est quand même pas le commun des mortels. Ouais. Mais je grandissais dans un appartement confortable, mais sans prétention, dans un petit quartier de Paris. Tu vois, sans prétention non plus. T'avais un rêve de petite fille déjà, tiens, quand je serai plus grande, je rêverais de faire ça. C'était quoi? Non, moi je voulais être danseuse. Ah, tu voulais, parce que t'as fait de la danse classique, toi. À partir du moment où j'ai marché, j'ai dansé. Ah ouais, incroyable. Et du coup, à 3 ans, mes parents se disent, tiens, elle a envie de danser, on l'inscrit au cours de danse en bas de la maison. Ouais. Donc je me retrouve au petit cours de danse dans le 13e, en bas de chez moi, voilà. Et puis la prof dit à mes parents, là, elle est hyper douée, il faut qu'elle aille au conservatoire. Bon. Alors mes parents, quelques années se passent, effectivement, je commençais vraiment à développer soi-disant un don pour la danse. Bon, moi je peux pas le confirmer. Après, j'étais trop petite. Après, du coup, je me retrouve à l'Opéra de Paris. Je me retrouve au conservatoire. Ouais. Et là, au conservatoire, je suis prise et ils disent, oh là là, elle est trop douée, il faut qu'elle aille à l'Opéra de Paris. T'imagines, t'as quel âge là? Là, j'ai 6 ans. 6 ans, Opéra de Paris, quoi, direct, bim. Donc, mes parents font, oula, bon, quand même, là, c'est peut-être une autre démarche. Ils sont passés du fais ça le mercredi après, ça va être 5 heures par jour, bon. Tu m'étonnes. Mais moi, j'insistais, là, je commençais à savoir ce que c'était, les petits rats de l'opéra, les ballets et tout, j'insistais, bon. Écoute, j'ai eu ma grande chance dans la vie, c'est que j'ai eu des parents qui m'ont toujours écoutée. Ils se disent, bon, allez, ok, on va voir. Je passe le concours à l'Opéra de Paris et je suis prise. Et là, l'Opéra eux-mêmes me mettent dans une école à mi-temps qui existe toujours, qui s'appelle l'école des enfants du spectacle. Ouais. Et c'est une école où en fait, tu fais pas d'activité dans l'école, mais ça te propose des horaires aménagés. Ok. Donc, le matin, tu vas en cours. Ouais. Et l'après-midi, tu es libre. Ok. Ce qui fait que tu peux faire. Donc il y avait, tu vois, les souris à Bonali, tout ça, il y avait les patineurs, il y avait les danseurs de l'opéra, les enfants du cirque. C'était très artistique, quoi. C'est une école que des enfants d'art. Ok. Que des enfants artistes à très haut niveau. Ok. Donc, tu avais les enfants du CNSM qui font 5 heures de piano par jour, d'instruments. Voilà. Donc, c'était que des enfants artistes vraiment qui avaient. Passionnés. On savait déjà qu'ils allaient partir vers ce milieu-là. Qui seraient. Même ils avaient 7 ans, mais on savait qu'ils seraient. Guitariste ou prof de guitare ou ce que tu veux, mais qui serait musicien. Ouais. Et ainsi de suite. Et il y avait des comédiens. Il y avait Benoît Magimel, Virginie Ledoyen. Il y avait pas mal de comédiens connus qui étaient dans cette école. Ah ouais. Ils ont commencé tôt eux aussi, tu vois, on savait très tôt aussi. Et donc voilà. Et donc moi, je me retrouve dans cette école. Ouais. Sauf que l'opéra, c'est à partir de 8 ans.
Donc là, j'ai presque 7 ans. Et en fait, on me dit, oui, mais là, donc l'opéra, c'est dans 1 an. Ouais, trop jeune. En attendant, j'étais au conservatoire. Ouais. Donc je suis déjà dans l'école à mi-temps, sauf que l'école, il t'impose, il faut pas glander devant la télé. Donc il t'impose une activité, quoi. D'autres activités. Ouais. Donc moi, mes parents ils disent, bon bah, qu'est-ce qu'on lui fait faire, je sais pas, ils savent pas trop, tu vois, ils sont pas du tout dans le milieu artistique. Donc mes parents me mettent au piano, au violon et au solfège pour faire de la musique. Okay. Tu vois, parce qu'il y avait plein de musiciens dans l'école, bon. Et puis ils se disent, bah tiens, on va la mettre au cours de théâtre. Ouais. Pour 2 raisons. La première, ça aide un peu la danse. Quand tu danses, oui, c'est vrai, tu t'interprètes quelque chose. Voilà, ouais. bon. Ils se disent, ça va aider la danse, bon. Et ensuite, parce que c'était très pratique, c'était juste devant l'école, il y avait un cours qui était un petit cours, tu vois, de quartier, mais il était juste devant l'école et juste après l'école, de 14h à 17h. Okay. Vraiment. Donc, pas besoin de venir me chercher. 13h, je finissais l'école, je mangeais à la cantine, j'y allais toute seule, je traversais la rue. Donc dès 7 ans, bon c'était une autre époque, hein, on prenait le métro tout seul. Oui, tout ça. c'est vrai. Dès 7 ans, l'école a été à Jussieu, elle existe toujours à Jussieu. Ouais. D'ailleurs dans cette école, pour l'anecdote, il y avait Aznavour. Ah ouais. Pas la même année que moi évidemment quand même, on n'est pas si vieille. Il l'a fait, ouais, tu m'étonnes. Mais il a été dans cette école. Ah il y a d'accord. plein de gens. En tant qu'élève, hein, pas en tant qu'élève. Ouais. Incroyable. Elle existe depuis très longtemps. C'est incroyable. Et puis donc du coup, moi je me retrouve dans ce cours de théâtre. J'aime beaucoup. Ouais. J'adore, j'étais très expansive, petite, tu vois, machin, donc je m'éclate, vraiment, c'est vraiment, je me découvre un peu une passion, mais la danse reste quand même number one. Ouais. Et puis, en fait, un jour, il y avait cours, moi j'arrive au cours, et là la prof me dit, ah non, mon cœur, il y avait pas cours aujourd'hui, tu t'es trompée, aujourd'hui j'emmène les grandes, donc moi j'ai 7 ans à peine, je dis aujourd'hui j'emmène les grandes pour passer un casting. Alors je dis, ah bah mince, et donc en fait elle essaie d'appeler ma nounou. Il n'y avait pas de portable à l'époque. Ouais. Elle appelle, et elle répond pas. Bah non, elle était partie faire des courses et tout, elle était libre. Bah oui, donc elle était sortie, parce que mes parents étaient en voyage, c'était pas à Paris. Ouais. Donc, du coup, je suis toute seule. Elle veut pas me laisser à 7 ans dans la rue toute seule, tu vois, parce qu'en fait, elle les emmenait au casting et elle revenait au cours de théâtre et les parents venaient chercher à 18h. Donc elle t'embarque. Donc elle m'embarque avec elle parce qu'elle veut pas me laisser dans la rue, tu vois. Donc elle m'embarque au casting, voilà. Et moi, je me souviendrai toujours, j'ai mon cartable, je fais mes devoirs. Tu vois, je suis dans le hall du théâtre Hébertot, par terre. Et ils cherchent une gamine entre 12 et 15 ans. Donc, tu vois, moi j'ai 7 ans, on n'est pas du tout dans le... Et donc, je suis là, je fais mes devoirs par terre et tout. Et puis là, il y a Pierre Boutron, qui mettait en scène, qui me voit toute petite comme ça. Puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Alors, je lui dis, j'attends, ça se voit pas. Tu vois, j'étais un peu insolente. En fait, j'étais pas très insolente, mais j'étais très nature, quoi. Oui, c'est ça, quoi. Mais je le suis toujours beaucoup. Alors maintenant, en mûrissant... On apprend à se retenir, mais c'est vrai que je suis toujours... Moi, on lit un peu comme un livre ouvert. Il y a très peu de gens que j'aime pas, mais les gens que j'aime pas, ils le savent tout de suite. J'arrive pas à faker, tu vois. Je suis vraiment très, très entière. Okay. Donc, je lui dis, j'attends, ça se voit pas, tu vois. Donc, il se marre. Puis, il dit, tu veux passer le casting? Je dis, ouais, ça m'occupera. Donc, je fais OK, tu vois. Et puis, je me retrouve à passer le casting. Et puis, donc, je fais ma scène. C'était Le Malade Imaginaire avec Michel Boucaille pour faire Louison. Donc je fais ma scène et tout, bon, puis fin de l'histoire, je rentre, on retourne au cours de théâtre, la nounou vient me chercher, on rentre à la maison, voilà. Quelques jours plus tard, mes parents sont rentrés de rotation. Ma nounou est partie, bon, elle oublie carrément de leur dire que... qu'il y avait mais elle savait même pas, tu vois, parce que je devais vaguement raconter le soir. Moi, j'oublie de leur dire aussi, d'ailleurs. Et puis un jour, coup de fil, ma mère décroche. Oui, voilà, c'est la production, je sais plus comment il s'appelait, la prod à l'époque, pour vous dire que, votre fille Dorothée a été choisie et tout. Ma mère avait choisi de quoi? Elle dit, choisie pour jouer dans Le Malade Imaginaire avec Michel Bouquet. Et là, ma mère a dit, non, vous faites erreur. Ça doit pas être la nôtre. Elle fait pas de casting. Puis ils disent, si, je vous assure. Bref, donc je vous rappellerai toujours, elle me fait, Dorothée. Je dis, oui, elle était au téléphone. Je dis, oui, j'ai passé un casting il y a 5 jours, tu vois, machin. Tu te rends compte, le hasard, quoi, de la vie. Le hasard total, quoi. J'ai rien à foutre au casting, tu vois, à la base. C'est fou. Et là, ma mère dit, oulala, elle me dit, attendez, je sais pas, faut que j'en parle à mon mari et tout. Bon. Finalement, ils en discutent, ils disent, c'est que pour 3 mois, c'est une expérience et tout. Donc, moi, j'avais pas encore commencé l'opéra. T'avais ce temps-là, quoi, devant toi. Voilà, puis on est 4 enfants en alternance. Tu sais, quand t'es enfant, tu joues pas tous les soirs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc mes parents se disent, bon, ok, va jouer que 2 soirs par semaine. Ils allaient faire plutôt le samedi. Parce que j'étais la plus petite. Les autres, il y en avait 2 de 12 et une de 14. Tu vois. Mais entre 7 et 12 ou 14, il y a un monde, tu vois. C'est vraiment à cet âge-là. Du coup, ils finissent par dire, bon, ok.
tu vois, aller. Moi, je leur dis, j'aimerais bien, ça avait l'air rigolo. J'avais trouvé le metteur en scène super sympa et tout. Je dis, ils étaient gentils, tu vois, bon, bref. Bon, mes parents, ils se disent, comme c'est que pour 3 mois, ok. Finalement, on fait de la pièce, c'est un carton. Et on a joué 2 ans et demi. Wow. Et en fait, on joue au théâtre Hébertot, on joue en tournée, on revient à Hébertot, on revient à l'atelier, après on fait plein d'allers-retours. On fait des tournées de 3 mois, tout ça. J'avais un précepteur qui me suivait pour l'école et tout ça. Incroyable. Et en fait, du coup, tu démarres une carrière de comédienne sans vraiment le vouloir de exactement, base. Sans le vouloir. Ça se passe hyper bien. Je me découvre aussi, moi, une passion. Vraiment, ça me plaît. Ouais, c'est pas tu vas au charbon parce que voilà, non, pas du tout. Je m'éclate vraiment grave. Ouais. Là, il y a une directrice de casting, pardon, une agent qui s'appelait Marie-Pierre Vatio, qui a arrêté le métier très peu de temps après, en fait. Malheureusement, elle était incroyable. Ouais. Qui m'attend à la sortie du théâtre un jour et me dit oui, tu voudrais que je te représente, est-ce que tu voudrais avoir un agent et tout. Bon, donc là, t'as quel âge? C'est abstrait. Là, j'ai 8 ans. 8 ans, tu vois, bon. Écoute, je vais réfléchir. Et donc, non, mais j'y connaissais rien. Je dis, vas-y, je sais pas, si tu veux, je sais pas, ok. Ouais. Et puis, du coup, voilà, je me retrouve à passer des castings. Ouais. À l'époque, il y avait beaucoup moins d'enfants comédiens, tu vois, que maintenant. Bien sûr, c'est vrai. Et c'était bien avant, tu vois, tous les Star Academy, les trucs comme ça qui ont un peu développé ce côté-là. Avant, il n'y avait pas du tout. Donc, on était très peu. Et en fait, j'enchaîne les castings et j'enchaîne les rôles. Vraiment, j'arrête pas d'être prise. Donc là, je me retrouve au cinéma avec dans un film de Caroline Huppert, Les Jupons de la Révolution, où je fais la fille d'Emmanuel Béard. Qui était toute jeune, elle avait 25 piges, tu vois, et moi j'avais 8 ans, quoi. Et tes parents, ils disent quoi à ce moment-là? Ils disent, waouh, ils sont dépassés. Ils sont un peu dépassés. Alors, mon père, il est là, oh là là, c'est que ce truc, les artistes, là, il aime pas trop, tu vois, il est là, lui, pilote de ligne, Matsup, Matspé, tu vois. Il se dit que c'est que ce truc. Bon, alors, ma mère, elle est plus enchantée parce qu'elle aime bien, en fait. Elle écrit depuis des pièces. Mais elle a bossé, elle s'est mise après moi. Mais elle a toujours été très littéraire, nous, une famille très littéraire. Enfin, matheux du côté de mon père, mais très littéraire du côté de ma mère. Donc, elle adore, tu vois, joue les classiques, voilà, Molière, tout ça. Elle t'accompagne, quoi, elle te suit. Voilà. Voilà, après, elle a aussi mon grand frère, donc elle peut pas me suivre partout, mais elle trouve ça super cool. Elle me dit, mais c'est hyper fun, c'est génial et tout. Donc, première expérience cinéma. Donc là, plusieurs expériences s'enchaînent, en fait. Je fais mince, comment ça s'appelle? J'ai une famille formidable, pas du tout. J'ai fait un épisode d'une famille formidable, mais c'est Les Grandes Familles d'Édouard Molinaro, avec Michel Piccoli, Roger Hanin, Jean de Sailly, enfin vraiment des grandes, tu vois. Voilà, là-dessus, je suis prise sur une énorme série qui s'appelait La Saga d'Archibald, avec Daniel Gélin. Où j'ai le rôle principal avec lui et un autre comédien qui s'appelle Benjamin Tribe. Et en fait, dans l'histoire, c'est mon frère et moi, donc Benjamin et moi, on est 2 petits gamins. On entraîne notre grand-père dans des aventures incroyables. Le tournage dure 3 ans. On tourne en Bulgarie, au Canada, en Belgique, en Suisse, en France, partout en France. C'était vraiment la folie. Et là, repareil, reprécepteur. Bah oui, voilà, je loupais tout le temps l'école. Et voilà, et en fait, ça se passe super bien, les rôles s'enchaînent, etc. Mon père, là-dessus, il dit, bon, je veux bien, mais à condition que tu sois très bonne à l'école. C'était vraiment la condition. Mon père, il rigole pas du tout, donc je savais qu'il n'y avait pas de négo. Pas de négo possible. Dans l'anecdote de mon père, il nous dessinait il voulait quand même nous expliquer les valeurs. Donc il voulait nous expliquer que voyager, partir à l'île Maurice, par exemple, à l'autre bout du monde, c'est pas donné à tout le monde, ça se mérite. Donc même si on paye pas le billet d'avion, enfin on paye rien, même si on paye 100 balles, compagnie, malgré tout, ça se mérite. Donc il faisait un petit tableau avec des points comme ça pour monter, et en haut les palmiers, c'est véridique, il dessinait les palmiers. Donc il y avait Greg, Dodo, mon frère et moi, et chaque bonne note, quel que soit le truc, que ce soit en musique, en l'école, bon comportement, peu importe, on montait. D'un point. Chaque mauvais, on descendait. Et si t'arrives pas au palmier, tu pars pas. C'est génial. Alors mon frère est toujours arrivé au palmier, son gros faillot. Et moi, un jour, je suis pas montée jusqu'au palmier. Toi, je ne suis pas partie. C'est pas vrai. Il a tenu son truc. Il a tenu son truc. Il m'a déposé à Ivry-sur-Seine, en banlieue, chez ma cousine. Et ils sont barrés 15 jours au Galapagos sans moi. C'est pas vrai. Véridique. Dur. Donc mon père, il a toujours été comme ça. Tu vois. Donc ce qui fait que je savais très bien que si il disait qu'il fallait être bon à l'école, je devais être bonne à l'école. Sinon tout s'arrêtait
Du jour au lendemain, quoi. Alors que à ce moment-là, quand toi tu commences à faire toutes ces expériences, tu te dis c'est ça que tu veux faire de ta vie ou tu profites quand t'es jeune et tu captes que c'est ça ta vie, quoi. En fait, tout me sourit. C'est-à-dire que c'est une chance. Je bosse pour. Moi, j'ai toujours été bosseuse, mais j'ai beaucoup de chance. Il y a aussi une grosse part de chance. Faut pas se mentir. Oui, la rencontre avec Pierre tu vois, la nounou qui est pas là, évidemment, c'est de la chance, c'est des hasards. Et c'est les hasards de la vie un peu. Et donc voilà, donc je me retrouve, si tu veux être à ce que ça marche, et moi vraiment découvrir un milieu que j'adore. Et j'ai pas eu de mauvaise expérience. Il y a beaucoup de débats. Bien sûr. Chez les garçons comme chez les filles, chez les garçons aussi, vrai. Tu vois. Surtout chez les enfants. Voilà, chez les enfants, de pression, de même, tu vois, pour les jeunes femmes, les jeunes filles, d'attouchement sexuel, des choses comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très préservée, je n'ai jamais rien vécu de tel. Ok. Que des belles expériences. Je suis le contre-exemple de ce métier qui n'a pas eu ça. Ni même dans mes proches. D'ailleurs, j'en ai entendu parler, je connais plein d'histoires autour de moi, mais dans mes très proches, j'ai pas vécu ça. Ok. Donc, du coup, c'est vrai que ça ne peut que t'emballer. Tu vois, bien sûr. Tu dis tout est beau, quoi. Voilà, tout est cool. C'est génial. Donc, je suis très bonne à l'école. J'ai 1 an d'avance, j'ai 16 de moyenne. Je cartonne à l'école parce que c'est obligatoire. Après, je t'avouerai que j'ai des cours particuliers non-stop. Avec les précepteurs. Donc, au final, c'est assez facile d'être bon à l'école. C'est plus facile que quand t'es 32 dans la classe. Oui, c'est vrai. Ils se concentrent sur toi. C'est ça. T'as des cours particuliers, tu vas plus vite. En 2 heures, je faisais le programme de la journée, tu vois. Et puis, ceux qui vont à l'école, normalement, ils n'ont pas les petits palmiers. Donc, t'avais double motivation. Exactement. Tu vois. Donc, j'étais effectivement bien motivée. Donc voilà. Et en fait, tu te prends au jeu, quoi. Je me prends au jeu, tout se déroule, etc. Très bien. Et un jour, donc justement, la rencontre avec le doublage, qui est quand même aujourd'hui mon activité principale. Bah oui, c'est ça, mais. Même si je préfère tourner, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Parce que tu joues encore, quand même. Oui, heureusement. Moi, c'est ce que je préfère le plus, parce que tu crées toi-même ton perso. Enfin, il y a tout un travail en amont. Bien sûr. Le travail avec le réal et tout. Enfin, moi, j'adore. C'est trop cool. Enfin, c'est vraiment, c'est le métier que j'ai appris à la base et c'est celui que j'ai commencé à faire. Bien sûr. Donc, c'est vraiment celui que je préfère. Même si vraiment j'adore doubler, quoi. Et mais la rencontre avec donc le doublage, ça s'est fait pareil, encore un peu, par pas hasard. complètement. En fait, nous les directeurs artistiques, parce que maintenant je suis aussi directrice artistique, on va beaucoup chercher nos talents au théâtre, énormément. C'est pour ça que je donnerai des petits conseils après aux comédiens qui nous écoutent. Évidemment. Et en fait, donc là à l'époque, je jouais donc toujours Malade imaginaire parce que la pièce a duré 2 ans et demi. C'était un carton, j'ai fini, j'avais 10 ans. Donc j'ai genre 9 ans et demi, presque 10 ans. C'est sur la fin de la pièce. Pardon, je te coupe. Tu mets l'argent de côté. C'est bloqué sur un compte. De toute façon, l'argent, c'est pas que je le mets de côté, c'est obligatoire, c'est la loi française. C'est ça, mais donc c'est en gros, tu gagnes déjà ta vie à 8 ans. Évidemment, tu touches pas à cet argent. Non, après, quand t'es enfant, tu gagnes pas beaucoup. C'est pas les salaires. Malheureusement. C'est pas les mêmes salaires que les adultes. Mais bon, voilà, sur le long terme, sur 11 ans, parce que tu touches tes sous à 18 ans, c'est joli. Ça te permet d'avoir un apport pour acheter un appartement. Non, mais justement, ça te fait ton apport. C'est ça. On en reparlera quand on aura 18 ans. Dans la rétrospective. Vas-y. Mais donc, non, oui, l'argent, de toute façon, est automatiquement bloqué. Non, puis en plus, mes parents, ils gagnent bien leur vie, tu vois. Donc il n'y avait pas... Non, c'est sûr. Parce que je m'amuse souvent à dire, il fallait que je nourrisse mes parents, c'est pour ça que j'avais bossé enfant. Je dis ça en vanne, tu vois, mais là, c'était vraiment pas le cas. Donc tu te prends au jeu. Donc je me prends au jeu, et là, en sortant de scène un jour, un grand monsieur du doublage qui s'appelle Claudio, enfin qui s'appelait, qui nous a quittés assez jeunes d'ailleurs, Claudio Ventura, nous vient m'attendre à la sortie. Et puis il me dit, est-ce que tu voudrais faire du doublage ? Et moi je lui dis, toujours parce que là j'étais plus grande, je lui dis, je sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas ? Je veux bien connaître, je savais même pas ce que c'était, tu vois. En fait, j'avais même pas la notion qu'il y avait des gens qui doublaient, tu vois. Mais à quel moment il te propose ça après une représentation, quoi. Voilà, il dit, elle a une voix, bien sûr. Non, parce que la voix, justement, n'a pas d'importance. En fait, moi je suis un mauvais exemple parce que j'ai une voix très atypique, mais la voix n'a aucune importance dans le doublage. Faut bien jouer, quoi. C'est le jeu, faut d'abord être comédien. Exactement. C'est important de dire ça, t'as raison. Exactement. Et donc du coup, il me voit jouer, puis il y a très peu d'enfants comédiens, tu vois, surtout à cette époque-là. Puis il me dit, tu voudrais faire du doublage ? Je dis, je sais pas ce que c'est, mais ok. Et puis me voilà, 2 mois plus tard, parce que il y a les demandes à la DAS et tout, quand tu bosses, il y a la protection des enfants, ils peuvent pas travailler tout le temps. 2-3 mois plus tard, je me retrouve à doubler le rôle principal féminin enfant, quoi, la petite, du remake du Grand Chemin. Ok. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Si, ça me dit que... C'est Boringer, c'était un film vraiment génial, bien sûr, mais que j'ai vu au moins 3-4 fois à l'époque. Avec la petite, c'était Vanessa Dan,
qui faisait la petite fille. Et tu vois, c'est le petit garçon et la petite fille qui se rencontrent, ils vont foutre des vers de terre sur la tête du curé, tout ça, ils font les 400 coups ensemble, enfin voilà. Et là, les Américains achètent les droits du Grand Chemin, font un remake complètement aseptisé de Riquin, tu vois, normal, qui est plutôt bien joué, mais il a perdu toute la saveur du film français, que j'adorais d'ailleurs. Et bon, je me retrouve à doubler du coup la gamine, la petite fille américaine. Et donc, c'est Thora Birch en anglais, la comédienne, et c'est Elijah Wood, le comédien petit garçon, doublé par Alexis Thomasian, qui deviendra quelqu'un de très important dans ma vie, qui est comme mon frère, avec qui j'ai grandi après, avec qui j'ai fait un dessin animé cultissime qui s'appelle Martin Mystère, où il fait donc Martin et moi Diana, on faisait frères et sœurs, et on était à l'école des enfants du spectacle ensemble dans la même classe. Incroyable. On avait tous les deux un an d'avance, donc on était tous les deux les plus petits, et on faisait les 400 coups ensemble. Et comme lui, dans le Grand Chemin, au final. Exactement. Et lui, c'était c'est donc la voix d'Elijah Wood, et puis c'était le petit Gavroche dans la comédie musicale Les Misérables, la première de 93, 12, 13. Et bref, donc me voilà partie en fait finalement à faire des doublages. D'un coup, mon numéro tourne, les gens se refilent le truc, tu vois, bah tiens, t'as besoin d'une gamine de 10 ans, tiens, j'en ai trouvé une, elle est bien, Je me mets à bosser pas mal, alors je fais que des gros films, je bosse pas tous les jours parce que j'ai beaucoup de tournages. Mais alors attends, première expérience, je reviens sur la première expérience de doublage. On te propose ça, tu dis ok, why not, t'arrives, tu vois donc, parce qu'on explique à tous ceux qui connaissent pas forcément, t'as un écran avec une barre comme ça, le texte qui défile, quand ça arrive sur un trait, quand ça arrive sur le trait, qui est la barre virtuelle, ce qu'on appelle, c'est le moment où tu le lis, comme si ton texte s'allumait au karaoké. Au karaoké, exactement. T'es dans une salle de cinéma dont tu as retiré les sièges. Il n'y a plus qu'une immense console au milieu, une rangée de sièges pour s'asseoir. Voilà. Un micro à droite, un micro à gauche. Celui de gauche, il est dans une cabane entourée de tissus, et c'est pour toutes les scènes qui se passent en extérieur. Curieusement, on est à l'intérieur. Et sinon, c'est l'autre micro. Et puis voilà, et ensuite on te passe la scène, on appelle ça des boucles, pas des scènes, on les découpe pour qu'elles fassent pas plus d'une minute, parce que sinon tu te souviens pas de tout ce qu'ils ont fait. Exactement. On te passe la scène une fois, 2 fois, 3 fois éventuellement, et après c'est à toi. Donc ça installe cette immédiateté, effectivement, en doublage, vous faites tout de suite dans l'émotion, tout de suite avoir capté l'émotion que le comédien américain ou étranger, asiatique, espagnol, peu importe, a voulu mettre donner à son personnage, analyser le jeu et le reproduire instantanément. Dans ta langue. Une minute plus tard, dans ta langue. Et s'il court, tu cours. S'il porte un truc, tu peux pas courir. Malheureusement, mais tu cours un peu sur place, pour le son. Tu joues l'essoufflement. Tu dois faire passer toutes ces émotions à travers ta voix. Et ton corps sans bouger et en regardant les yeux du comédien. Tu t'inspires du jeu de la comédienne. Moi je regarde ses yeux. Tu regardes ses yeux. Voilà. C'est intéressant. Pas la peine de regarder la bouche, parce qu'en fait il y a eu un travail au préalable fait par un détecteur et un auteur qui normalement, si leur boulot est bien fait, on est synchrone sur les ouvertures, fermetures de bouche, et le texte est bon. Donc en fait, comme disaient les vieux de la vieille quand j'étais formée, quand on a l'intention, on a la longueur. Donc en fait, si tu joues juste, si tu es dans les yeux de ton comédien, dans le bon tempo, dans la sensibilité qu'il y apporte, s'il a les yeux embués, s'il a la gorge serrée, s'il est les yeux qui pétillent de joie, et ben tu seras toujours en place sur la bouche. En règle générale, il n'y a pas de souci. Donc tu fais ça, c'est la première fois que tu fais ça. Et tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis tiens, c'est sympa, mais alors justement je préfère jouer, ou tu te dis waouh, c'est génial Non, alors moi j'ai toujours aimé les challenges depuis toute petite, pour tout, que ce soit des jeux, j'adore les jeux de cartes, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout, j'aime le côté c'est nouveau, je connais pas, je veux me challenger. Et donc du coup non, tout de suite je me dis c'est hyper drôle, tout de suite en plus on s'entend hyper bien avec Alexis. On est à l'école ensemble, on rigole, on se retrouve sur ce film ensemble, vraiment on se passe on passe un moment de fou. Et en fait non, très très vite je me dis c'est drôle comme exercice et tout, après tout en gardant quand même une grosse préférence pour les tournages, parce que t'es dehors, parce que tu joues toi-même la scène, quand tu pars tourner au Canada, j'avais des scènes avec des fans, avec tu vois un gros chien, machin, tu vois, t'es dans l'aventure, c'est plus vivant, tu vis une aventure, bien sûr. C'est vrai que là t'es enfermé, bien sûr. Là t'es enfermé dans un cocon qui
voilà, qui est différent, qui est très sympa aussi, mais qui est moins exaltant et excitant, tu vois. Et puis, comme tu dis, c'est que quand tu interprètes un personnage, quand tu es comédienne et que tu le joues, tu prépares ton perso, là, t'es un peu quand même obligé de t'adapter au jeu, donc au personnage déjà créé par un autre comédien. Ah oui, non, nous on est là pour leur rendre hommage. Oui, c'est ça. Donc moi, je suis que son faire-valoir. Ouais. J'essaie de rendre hommage à son travail dans ma langue et dans mon pays. Mais moi, je suis rien. Je suis censée m'effacer. Ouais. Je m'efface complètement derrière le perso qui est là. C'est lui la star, c'est lui qui est à l'image. Et nous, on essaie juste de reproduire du mieux qu'on peut son travail pour lui rendre hommage. Mais évidemment, c'est pas nous les héros de l'aventure, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je fais un bond dans le temps, mais c'est pas grave, on reviendra en arrière après. J'ai lu que donc, quand tu as interprété dans le film Ray, la femme, la maman de Ray Charles, tu dis qu'elle jouait tellement bien que pour toi, là, il y a eu un truc, non? C'était hyper dur parce qu'en fait, c'est même pas qu'elle jouait que bien, c'est qu'elle avait une intensité de jeu, de jeu qui est incroyable. Parce qu'en fait, cette comédienne venait de la rue. Ouais. Elle était SDF, chose qui n'arrive jamais en France, dans le sens où, tu vois, elle était SDF, elle vit dans la rue, d'un coup, elle voit un panneau, audition, et elle se dit, oh, ok, et elle rentre, elle dit, je peux passer le casting, ils lui disent, bien sûr. Il l'écoute, et elle passe le casting. En France, c'était SDF, de toute façon, mais même pas SDF. Bien sûr. Si t'es pas convoqué pour le casting, on dit, même un comédien qui a 35 ans d'expérience, ça arrive, tu dis bonjour, j'adore le projet, est-ce que vous croyez que je peux avoir un petit créneau? On te fait casse-toi, tu vois, personne. Mais c'est vrai. Tu vois, donc même sans être SDF, tu vois. Donc si tu veux, c'est pas du tout la même mentalité aux États-Unis. Destin de dingue pour elle aussi. Et c'est ça. Et donc la meuf, elle rentre dans le truc, quoi. Et elle se dit, vas-y, tu vois, c'est une femme noire qui vit dans la rue depuis, en plus, hyper longtemps. Genre, ça faisait 7 ou 8 ans qu'elle était dans la rue, ultra fatiguée et tout. Elle avait une rage, une haine, tu vois, un truc en elle indescriptible. Qui, moi, 30 piges... qu'est-ce que tu veux, avec mon enfance dorée de pilote de ligne, tu vois, qui voyage, machin, on peut pas dire que j'ai connu la misère, tu vois ce que je veux dire. Donc, on peut essayer effectivement de le reproduire, c'est notre métier, on est là pour ça, t'es pas obligé de te droguer pour jouer une droguée. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut l'épuiser, quoi, il faut aller chercher, tu vois, bon. Et elle avait une telle intensité, tu vois, à l'image, que j'avais peur de ne pas lui rendre hommage. C'était vraiment hyper dur pour moi, c'était de me dire, mais si je saccage son travail, quoi, en fait, c'était mon angoisse. Tu m'étonnes. Elle était tellement merveilleuse que je me suis dit, d'ailleurs, après, je dis à tout le monde, je dis, ne le voyez pas en VF, ne le voyez pas en VF. Même si je me dis, par rapport à la difficulté du rôle, je pense que j'ai pas moins bien fait qu'une autre, mais bon, voilà, ça restera jamais la VO. Je disais toujours aux gens, ne le voyez pas, elle est tellement incroyable, voyez-le pour elle, mais en VO. Voilà. Tu m'étonnes. C'était fou, quoi. Et notamment, une scène où elle dit à son fils, ne laisse jamais personne te traiter d'handicapé. Tu vois, parce qu'il part dans son école, il est en train de perdre la vue. Et elle lui donne toutes les clés en main. Et en fait, elle a les larmes aux yeux. Parce qu'évidemment, il y a rien de plus horrible pour elle. Surtout qu'elle a perdu un de ses fils. Tu sais, il y a aussi la scène où son deuxième gamin meurt. Horrible. Alors ça allait, parce que c'est facile, elle pleure. Moi, de toute façon, de voir la scène, je pleurais déjà. Donc, si tu veux, j'étais déjà en larmes derrière mon micro, c'était pas un problème. Par contre, cette scène-là, c'était très dur parce que elle veut pas que son gamin sache qu'elle pleure, donc elle se retient de pleurer. Mais il y a l'émotion qui est dans la gorge. Exactement. Et en fait, elle a une violence, tu vois, en elle, en disant, c'est mon bébé, c'est ma chair, ne laisse jamais personne te traiter comme ça, etc. Et moi, j'avais les larmes qui à chaque fois coulaient. Et je devenais folle et je hurlais contre moi, j'avais envie de m'auto-taper, tu vois, tellement je devenais dingue. Je me disais, mais putain, mais arrête de pleurer, quoi, parce que mais c'était plus fort que moi et je ne voulais pas pleurer, parce que ce qui était beau, c'est qu'elle ne lâchait pas. Ouais, bien sûr. Et sauf que moi, j'arrivais à tenir, sauf qu'elle tenait pendant 2 minutes 30, tu vois, et moi, je tenais, et puis au bout d'une minute 30, les larmes sortaient, et t'as pas la même voix quand tu te retiens de pleurer que quand tu pleures. Bien sûr. Et moi, je l'entendais, et je devenais folle, et je suis restée, franchement, presque 1 heure sur la scène. Sur ces 2 minutes 30. Sur ces 2 minutes. Toute seule, alors que j'étais toute seule au micro. Je veux même pas les autres comédiens avec moi et tout. Et je devenais dingue et je lâchais pas. Et le directeur artistique, à un moment donné, il dit, non, mais franchement, ça va. Je dis, non. Je dis, non. Je ne veux pas, parce que la meuf, en fait, je voulais tellement l'honorer, quoi. Tellement lui arriver au moins à la cheville, quoi. Je parle même pas du genou, tu vois. Mais juste la cheville, tu vois, que je me disais, mais je lâcherai pas, en fait.
Et du coup, c'était épuisant, tu vois. Voilà, mais bon, je me dis, voilà, j'ai essayé le minimum. Voilà. Après, non, mais c'est bien, c'est aussi pour, tu vois, raconter à quel point c'est un investissement de faire du doublage. C'est pas juste, comme on a dit tout à l'heure, lire des lignes comme au karaoké qui défilent. Ouais. C'est y mettre toute l'émotion et tout le jeu d'un comédien, quoi. D'où l'importance de toutes tes années de théâtre et de jeu avant de... oui, moi j'ai pris 12 ans de cours de théâtre. Du coup, voilà, c'est ça en fait. Donc je suis pas rentrée à l'Opéra de Paris. Oui, du coup, final, on s'en fout de la danse classique au final. En fait, du coup, là, j'ai un agent, je me mets à tourner. La pièce de théâtre dure 2 ans et demi, gros succès. Michel Bouquet lui-même me dit, franchement, t'es faite pour ce métier, ne lâche pas, c'est trop con, etc. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, je serais déjà à la retraite. Tu vois, c'est con. Tu m'étonnes, c'est vrai en plus. ouais, c'est ça, tu vois. Donc je me dis, t'as raison et tout. Et puis, comme ça marche et que j'adore ça, je me dis, c'est cool. Et puis surtout, je découvre une mentalité à l'école du spectacle où il y a beaucoup de danseuses de l'opéra. Je découvre une mentalité qui n'est absolument pas la mienne. Ouais. Moi, je suis très... même encore aujourd'hui, tu vois, si j'ai un casting pour une meuf de 35 piges, parce que je suis plus sur les 35, tu vois, de 35 piges, un peu péchu, dynamique, rigolote, enfin, je suis plus dans les comédies pareilles, tu vois, là, blonde, machin, t'es sûr que j'appelle toutes mes copines de 35 ans blondes qui peuvent faire le rôle pour leur dire vous avez entendu celui-là, tu vois, faut y aller, quoi. Je suis pas du tout compétitive. Si c'est pas pour moi que c'est pour elle, c'est que c'était pour elle. Enfin, tu vois, je suis pas du tout dans un truc de compète, de trucs. Moi, j'ai toujours fait ce métier depuis que je suis née. En fait, j'ai quasiment aucun souvenir de ma vie avant. Tu sais, avant 7 ans, mes souvenirs, ils sont un peu flous, quoi. Tu vois. Donc, j'ai jamais eu cette niaque de pousser les autres pour m'y mettre. Je suis pas du tout comme ça, mais pas du tout, du tout. Et du coup, la danse, c'est très comme ça. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand on voit les meufs qui mettent des lames de rasoir dans les chaussons, mais c'est pas des légendes, c'est vrai. Bah oui, on l'a vu même dans Vaiana, tu vois, ce dessin animé qui raconte vraiment ça, quoi. Exactement. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Donc, de toute façon, j'aurais été ultra malheureuse. C'était pas pour moi, en fait, tu vois. Donc, j'ai eu vraiment un tournant qui a changé ma vie parce que ça aurait été hyper triste. Parce que j'aurais adoré la danse. Si j'avais pas découvert le théâtre, je serais restée toujours aussi passionnée de la danse et je le suis toujours aujourd'hui. Mais j'aurais beaucoup souffert. Bah oui, en parce que c'est pas ma mentalité, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi au fond, tu vois. Puis t'aurais eu les pieds déformés, alors que... Possible, tu vois. Quoique, j'avais fait les radios des hanches et on savait déjà que je serais pas étoile. Ah oui? On savait déjà que je serais dans le corps parce que j'ai la hanche droite un peu moins ouverte que la gauche. Ah, wow. Alors, ça ne se voit évidemment pas à l'œil nu. C'est pas arrivé en boitant. Non, mais c'est comme ça, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce qui te font des radios de la tête aux pieds, tu vois, des squelettes entiers. Mais bon, je pouvais être dans le corps de ballet sans problème, quoi. Bref, donc voilà, du coup, j'ai continué la danse au conservatoire, tout simplement, avec 2 cours par semaine quand même, donc 3 heures de danse par semaine. Du coup, j'ai pris d'autres cours de danse. Au lieu de faire que du classique, du coup, j'ai pris du jazz, des claquettes et de la danse de salon. Donc, j'ai appris pendant 5 ans à danser la salsa, le mambo, la rumba, le cha-cha-cha, tout ça, que je sais toujours danser. Donc c'était cool, tu vois, c'était fun. Bon, ça m'a jamais servi en tant que comédienne, mais non. Écoute, un jour peut-être danser avec les stars, sinon au pire. Attends, Thierry, mais j'adorerais. Non, c'est vrai. Je te jure. Mais je suis pas assez connue, je pense, pour faire danser avec les stars. On sait jamais. Bon, au moins le message est passé, quoi. Oui, voilà. Écoutez, si vous êtes producteur de Danse avec les stars et que vous écoutez le podcast de Léa. Mais attends, on sait jamais. Mais je les connais. Je vais leur passer un coup de fil. Ah, c'est vrai. Je vais leur dire, étudie le profil de Dorothée parce qu'elle veut faire Danse avec les stars. Après, il faut que je perde quelques kilos quand même, mais ça pourrait me motiver, justement. Tu pourrais les perdre pendant même l'émission, ce qui arrive souvent. C'est possible. Bon, alors donc, en tout cas, doublage, t'enchaînes. Là, tu dis, il se refile ton numéro assez vite parce que il n'y a pas beaucoup d'enfants en doubleur. Du coup, je m'inscris au cours de théâtre après au conservatoire. Donc, je suis au conservatoire du 9e, 10e, 13e à Paris. D'ailleurs, après, quand on fera cette minute comédien, je dirai un truc là-dessus. Et du coup, je me retrouve à faire du théâtre toutes les semaines. J'ai fait 6 mois les cours Florence, 6 mois les cours Simon. C'était un peu moins pour moi. J'étais à la compagnie des Sales Gosses. C'était quoi le mieux pour ceux qui veulent se lancer? Conservatoire. Le conservatoire, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour moi, c'est le plus complet et c'est le mieux. C'est vrai, et c'est le moins cher. Donc honnêtement, pour moi, il n'y a pas photo. Même encore aujourd'hui. Et puis surtout, il y en a dans toutes les villes. Oui. Donc même si tu habites à Metz ou à n'importe, tu vois ce que je veux dire, n'importe où. En province. Même sans être, tu vois, à Nice ou tu vois, ou voilà, et qu'il y a des très très bons conservatoires, évidemment, celui de Lyon, très réputé, celui de Cannes, de Nice, de Marseille. Enfin, Cannes et Marseille, c'est le même. Tu fais les 2 premières années à Cannes, la dernière à Marseille.
Voilà, c'est des super conservatoires. Derrière, t'es quasiment assuré d'avoir du boulot. Ce qui n'est pas le cas quand tu fais d'autres écoles. Ouais. En tant que comédien. En tant que comédien sur scène et tout, ils ont tout de suite des troupes, ils jouent tout de suite. Et voilà, et c'est le moins cher. Il y en a même qui sont carrément complètement gratuits. Où t'es pris, en gros, juste pour ton talent. Donc après, ils te mettent dans des troupes. C'est sur 3 ans la formation. Et pour moi, il n'y a pas photo. C'est vraiment les premiers, pour moi, les meilleurs. Quoi. Donc voilà, donc je me retrouve au conservatoire, en théâtre. J'ai pris 12 années de cours. Donc de 7 à 19 ans. Et puis après j'ai arrêté. Maintenant, je fais toujours des stages de training. Je trouve que ça fait toujours du bien. Comme un chanteur qui reprend des cours de chant une fois de temps en temps, juste pour bien travailler les muscles. Voilà, exactement. Et puis ça se remet toujours un peu en question. Même si on a cette chance, justement, en faisant beaucoup de doublage, c'est que entre 2 tournages, parfois si je reste 4 mois sans tourner, 5 mois sans tourner, j'ai pas l'appréhension de retourner tourner parce que ça fait 4 mois que j'ai absolument pas joué. Tu vois, moi j'ai plein de copains comédiens, ils me disent putain, ça fait 6 mois que j'ai pas tourné, que j'ai pas bossé, je suis un peu en stress, machin. Nous on double tous les jours, donc en fait en soi on est toujours en training. Tous les jours. Tous les jours je joue quoi. Tu vois, j'ai cette chance d'être. Voilà. D'ailleurs, attends, petite question, rien à voir, rien à voir. Si, c'est important. Est-ce que toi tu regardes les films en VO ou en VF? Alors moi je regarde que de la VO. Que de la VO. Ouais, je regarde que de la VO parce que pour le coup j'ai du mal avec. J'ai du mal en fait à pas entendre le comédien original. Tu vois. Et surtout, moi je parle anglais couramment, donc j'ai pas besoin en plus. Voilà. Mais donc tu t'écoutes. Par contre, je regarde. Ah non, je déteste m'écouter. Ah ouais. Ah non, j'aime pas. C'est vrai. Non, donc tu regardes aucun film avec toi, par exemple Barbie où t'as doublé Margot Robbie. Je l'ai vu à l'avant-première parce que je t'ai invité à l'avant-première, donc j'ai quand même pas dit non, je veux pas venir. Tu vois, bon. Et l'avant-première était en VF. Ouais, en fait il y en avait 2. J'en ai fait 2. J'en ai fait une en VF avec toute l'équipe du film. Donc tu vois, c'est simple, tu partages ce moment-là. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc j'y étais et après il y en avait une autre en anglais le lendemain et j'y étais aussi. Parce qu'il m'avait invité gentiment, donc ça fait plaisir qu'il pense à nous, tu vois. Mais c'est vrai que non, je ne regarde pas. Puis moi je regarde 8 heures par jour des séries. Tu vois, à doubler. Donc le soir, si j'ai pas envie de regarder des séries. Tu vois, je vais au théâtre, donc, je vais au resto. C'est intéressant ce que tu dis, c'est tu te prépares comme ça en regardant, par exemple, tu as toute une série qui existe déjà dans un pays étranger, faut la doubler en entier pour tu te la tapes. Tu fais tout. Tu regardes pour ton perso, tu regardes toute la série en entier. Je dirige. Maintenant aussi, je dirige les comédiens. Quand je dirige, je regarde toute la série. Je m'en imprègne. Parfois, je regarde plusieurs fois le film que je vais diriger. Et puis, je fais mon casting. Ah, c'est toi qui fais le cast. Qui propose le casting au client. On a fait un gros bond dans ta carrière là. Alors, Mais en fait, ça s'est révélé donc je finis à 7. Donc, pour reprendre le cours du truc, je continue donc la danse en parallèle, le théâtre en parallèle, plein d'activités, le piano, tout ça, je continue et tout. Le doublage, je fais un peu tout en même temps, mais je suis très hyperactive depuis petite. 16 ans, j'ai le bac en poche. Là, j'ai le droit de travailler tous les jours. Puisqu'il n'y a plus la DAS, à partir de 16 ans, tu es un adulte en France. Tu peux travailler. Donc là, je me mets à bosser. 18 ans, je prends mon appart, ma bagnole, mon chien. 18 ans, waouh. Je travaillais déjà depuis plus de 10 piges et puis je gagnais ma vie. Oui, c'est vrai. Tu vois, j'avais ma carte bleue, mon truc, j'ai ma vie, quoi. Tout tes sous justement bloqués jusqu'à tes 18 ans, bam, tu peux les utiliser. Exactement. Sur le coup, je suis quand même en location, j'achète pas mon premier truc, bien que mes parents me poussent. Je loue un appart, tout petit, un studio, dans l'immeuble de mes parents. Donc comme ça, je suis pas loin. Eux, ils étaient pas souvent à Paris. Mais au moins, quand ils étaient à Paris, on profitait de se voir encore un peu parce que j'étais encore jeune, j'avais 18 ans et tout. Quand même, Et puis après... à 24 ans, je me lance, j'achète enfin mon premier appartement. Et j'ai une passion, je le dis pas souvent, tu vois, en interview, je l'ai même chez midi, je crois. J'ai une passion pour la décoration d'intérieur. Je voulais être architecte. Ah ouais? De métier, ça me passionne. Et donc, j'achète, je retape les appartements, et puis je redéménage, et j'en reprends un autre, je retape, je redéménage, et ainsi de suite. Génial. Et en fait, quand le chantier est fini, je tourne en rond, j'ai envie de faire un autre chantier, j'adore ça. C'est vrai. Et donc, au gros désespoir de mon copain, qui est au bout du rouleau de déménager tous les 2 ans. Là, on vient d'emménager en juin dernier dans une nouvelle maison. Je pense que là, on va se poser un peu parce que sinon, il va me quitter. C'est clair. Et puis, les enfants eux-mêmes en ont ras-le-bol. J'ai 2 petites filles qui viennent d'avoir 10 et 7 ans. Tu m'étonnes. Là, il y a très peu de temps. Mais fais les chantiers d'autres personnes si t'as vraiment besoin. Voilà, c'est ça. Donc, d'ailleurs, avis aux amateurs aussi, ce podcast servira pour passer le mot. D'entretien d'embauche. Voilà, si vous avez envie que je refasse votre maison, j'adore ça. C'est génial. Donc voilà, et du coup, je bosse, etc. Donc toujours le doublage, tout ça en parallèle. Et j'ai à peu près 23 ans. Et là, Disney m'appelle et me dit, Disney France me dit, écoute,
t'as fait tes preuves chez nous en comédienne, t'as fait plein de rôles principaux, plein de films et tout ça, machin, on aime ton boulot. Là, on a une nouvelle série qui arrive, de dessin animé, et on voudrait une jeune directrice artistique, une jeune DA, pour la diriger. Et moi, j'étais vraiment la plus jeune. Je suis toujours d'ailleurs dans les plus jeunes. Même en vieillissant, je reste encore une des plus jeunes. Une des DA les plus jeunes. Voilà, et je lui dis, bah écoutez, je sais pas. Donc, j'ai jamais demandé à diriger, tu vois. J'avais même jamais pensé à ce stade-là. J'ai 23 piges. Bon, j'ai déjà 15 ans de métier, mais quand même, tu vois. Et je dis, bah écoutez, je sais pas, pourquoi pas, je veux bien essayer. Et puis en plus, tu vois, je me dis, attends, il me propose, j'ai pas envie de dire non, tu vois, bon, je sais pas, je me dis, bah, ça coûte rien d'essayer sur une série. Et en fait, je trouve ça super sympa. Et puis, tu veux que je te dise, ce travail-là m'aide en tant que comédienne. C'est-à-dire qu'à force d'analyser le jeu, je pense que c'est comme beaucoup de comédiens qui passent à la réal. Alors moi, ça m'a jamais tenté, par contre. Du tout. Autant la production pourrait me tenter, autant la réalisation, pas du tout. J'adore le contact avec un réalisateur, mais j'ai besoin de lui. J'aime pas être... Voilà. Mais là, par contre, en fait, le fait de moi analyser le jeu, comme il n'y a pas tout l'aspect technique d'un réalisateur sur un tournage, le chef-op, le cam, le machin, il n'y a pas tout ça. C'est juste la justesse, c'est que le jeu, c'est que l'acting. Voilà, du coup, ça j'adore, par contre. Et donc, comme là, j'ai que l'acting à diriger et tout ça, je me découvre un truc vraiment une passion. Je me dis, mais putain, c'est génial, c'est fascinant. Et en fait, à force d'analyser le jeu des autres, et dire, regarde, attends, tu vois, sur celle-là, je sens qu'elle met du second degré, je sens qu'elle est pas du tout aussi confiante que ce que tu viens de faire, etc., machin. Moi-même, ça agrémente mon jeu. C'est que du coup, après, quand j'arrive, moi, derrière le micro, je me repose les mêmes questions que quand j'analysais le jeu pour l'autre. Et du coup, ça me fait faire un bond aussi, je crois, artistiquement. J'ai l'impression que j'évolue un peu. Simple, quoi. Parce que, comme tu dis, si tu te regardes jamais, tu peux pas avoir ce recul aussi sur toi, quoi. Donc, c'est intéressant de l'avoir sur quelqu'un d'autre et ensuite de te poser toi-même les mêmes questions. Exactement. Et du coup, finalement, je pense que ça m'aide, moi, en tant que comédienne. Et donc voilà, donc j'ai toujours dirigé, je dirige encore. J'ai jamais voulu diriger énormément non plus parce que mon métier principal, c'est comédienne quand même. C'est ce que je préfère faire, c'est moi-même jouer les choses. Mais disons que quand t'es une voix après un peu trop connue, souvent les clients, ils ont pas forcément envie de te prendre parce que dire maintenant on la connaît trop, machin, etc. On l'a trop entendu. Du coup, t'as forcément un peu moins de boulot. Puis quand t'arrives à 40 ans, forcément t'as un peu moins de rôle, parce qu'on les voit, il y a moins de rôle à l'image, donc t'as moins de rôle à doubler. C'est fou. Ça va de soi. T'as en gros une femme pour 5 hommes. En moyenne. Ah ouais. Dans le doublage? Dans le cinéma. Ah ouais, dans le cinéma. Ok, incroyable. Tu vois, je savais pas. Sauf quand vraiment t'as une série d'un coup, t'as Desperate Housewives, c'est un truc de femmes. Mais je veux dire, sinon il y a plus de rôles masculins. Ah bah beaucoup, 5 fois plus. Eh ben tu vois, j'ai jamais fait gaffe. Et maintenant tu verras. Tu regarderas un film normal, pas un truc qui est genre féministe avec une histoire de meuf, un film lambda. Tu verras qu'il y a une femme pour 5 hommes. Incroyable. Ok. Donc voilà, donc du coup, je me retrouve à diriger aussi, donc une nouvelle casquette encore à mon arc. Et puis moi, en tant que comédienne, j'adore toucher à tout, donc je tourne, je joue au théâtre, je double. En doublage, je fais de tout, des dessins animés, des films, de la pub, de la voice-over, du jeu vidéo. J'étais connue pour la voix d'être Tracer dans Overwatch. J'ai lu ça, et aussi, depuis 2000, t'es la voix de Disney, c'est ça Depuis 2000, je suis la voix de Disney Channel, l'habillage. Depuis... plus d'1 an maintenant, je suis la voix de Nostalgie, la radio. Les habillages aussi. Et voilà, et en fait, je me retrouve à faire, tu vois, de l'habillage de chaîne, de l'habillage radio, un peu de tout. J'ai même fait de la motion capture avec Jamel Debbouze dans Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Super expérience, pareil, qui a duré 1 an et demi. Donc motion capture, je rappelle pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas, c'est on te met des électrodes un peu partout. Des capteurs partout. Des capteurs, Voilà, et on a incarné des singes. Des singes, mais du coup, c'est toi qui joues ce personnage, quoi. Et qui Gollum. Comme Gollum. Dans Le Seigneur des Anneaux, où tu vois, un personnage... il y a des comédiens derrière ces persos, quoi. Gens, ok. Et alors, attends, j'ai une question en tant que directrice artistique de doublage. Comment tu castes tes comédiens? C'est comme un réal, justement, ou tu les castes par rapport au grain de voix? Alors, pas forcément la voix, parce que le plus important, c'est l'énergie. Ce que tu disais. Par exemple, tu vois, moi, j'ai doublé Ella Lopez dans Lucifer, je sais pas si tu connais cette série.
Et on n'a rien à voir. Vocalement, on n'a pas du tout la même voix. Ouais, ça, mais fou. On a le même âge et la même énergie. D'accord. Elle est, tu me connais depuis des années. Moi, je suis très tactile, je suis très câlin. Les gens que j'aime, j'adore leur faire un hug. Je suis très comme ça, en fait. Et elle est comme ça aussi. Elle a des t-shirts. Moi, j'adore les trucs. J'étais la voix d'Hello Kitty, mais j'aime toujours Hello Kitty à 40 piges, tu vois. J'adore les petits porte-monnaies, les trucs très girly. Alors, je suis contente, j'ai eu 2 filles. Mais du coup, tu sais, j'aime bien les trucs comme ça. Elles le sont moins que moi, limite. Et tu vois, et du coup, Ella Lopez, elle a des t-shirts avec limite un Pikachu sur le t-shirt. Elle est toujours très câline, elle est très naïve, ce qui est mon cas aussi. Moi, je suis complètement, enfin, tu pourrais me faire avaler des couleuvres, tu vois. Moi, je crois vachement les gens. Tu vois, je suis bon, tu vois. Enfin, donc tu peux me berner facilement. Et on est assez proches en fait. Et d'ailleurs, la directrice artistique Déborah Perret, qui est la voix de Cate Blanchett entre autres et de Elastic Girl dans Indestructible et tout ça. Elle me connaît très très bien, c'est une de mes meilleures amies. Elle m'a dit, écoute, il y a une comédienne, c'est pas du tout la même voix, mais vous avez me fait tellement penser à toi. Ah ouais. Je suis obligée de te mettre dessus, quoi. Et effectivement, c'était une rencontre et c'était trop cool parce que c'était vraiment la même énergie, tout. Donc aujourd'hui, je caste comme ça, à peu près dans l'âge aussi. Ouais, tu vois, dans l'âge, dans ce que dans l'âge, dégage. après on voit, tu peux avoir 10 ans de plus ou 10 ans de moins, ça dépend, c'est pas très... jusqu'à 10 ans, ça va. Pas 30 ans d'écart non plus, mais oui, tu cherches pas à avoir une voix qui ressemble à la voix originale. Non, pas forcément du tout, sauf pour certains cas, quand il y a des match voice qu'on appelle chanter. Par exemple, si tu gardes la chanson en anglais, il faut que celui qui parle français, qu'il ait un peu la même voix. Tu vois, s'il a une voix hyper aiguë, tu vas lui mettre une voix comme la mienne, ou tu vois, c'est impossible. Oui, dans Hunger Games, par exemple, c'est ça, il y a des passages très chantés, donc on garde leur voix originale parce qu'on garde les chansons en anglais, même dans les films qui sont traduits, enfin doublés. Alors ça, souvent, pas toujours. Tu vois, dans les Disney, ils chantent. Oui, c'est vrai, ils le font en français. Mais en fait, s'ils le font pas dans les autres films, c'est surtout parce que c'est des problèmes de droit. D'accord. C'est qu'on n'a pas les droits pour le redoubler. Ok. C'est pas par choix, genre on veut le garder en anglais, c'est qu'on n'a pas les droits. Ah ok, tu vois, ça c'est intéressant, je pouvais pas savoir du tout. Ok, donc là par exemple, quand c'est ça, t'as la contrainte de trouver une voix parlée qui ressemble un peu à la voix chantée, quoi. C'est ça. C'est que du coup, t'es obligé quand même de raccorder, quoi. Ouais. Ok. Sinon, ça va être curieux pour les gens, quoi. Ouais. Donc, vas-y, dis-moi. Donc, non, mais voilà. Et du coup, je touche un peu à tout. Ouais. C'est un peu une touche à tout, tu vois. Je me retrouve donc à faire ça, la motion capture. Vraiment de plein de trucs différents. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que pour l'anecdote motion capture, tu sais, sur les tournages, tu connais, t'as le pot de l'équipe technique, le pot des comédiens, le pot de... c'est vrai. Et à un moment donné, il y avait le pot des mecs de la motion capture. C'est un verre après une journée de tournage offert par une partie d'une équipe, quoi. Voilà. Soit les comédiens, soit le son, soit la prod, soit les réalisateurs, soit chacun son tour, on paye notre coup. Exactement. C'est assez sympa parce que du coup, on se découvre et tout. Ouais. Et là, c'est genre le deuxième pot, peut-être même le premier, je sais plus, tu vois. Et c'est le pot des mecs de la motion capture qui sont derrière leurs écrans, c'est les geeks, tu vois, ils sont là, clac, hyper balèzes, tu vois. Et ils sont tous anglais. C'est que des anglais. Et donc on est là et on discute en anglais, tu vois, et alors ils sont là, alors qu'est-ce que tu fais, tu vois, machin. Alors moi je suis là, moi j'ai tourné dans ci, dans ça, Camping Paradis, un épisode, cette série, tu vois, je sors de mon CV, qui n'est pas, tu vois. Mais tu plaisantes. Tout à l'heure je regardais, je fais une petite parenthèse, mais sur Wikipédia avant que tu arrives pour me dire, tiens, voir un petit peu tout ce que tu avais fait, parce que je connaissais quand même plein de trucs. Les Sœurs Olsen, je savais, on en avait parlé plein de fois et tout, mais je regarde tout et je me dis, mais je te jure, même sur des grands réals, j'ai jamais vu des listes aussi longues. Ils ont ils ont même mis puis en plus, ils 2 colonnes. Oui, ils en oublient plein, j'imagine. Mais moi, quand je te dis, quand j'ai lu tout ça, quoi, que t'avais fait Tarzan, Virgin Suicide, le Loup de Wall Street, le machin, je me dis quoi, mais elle a fait tout. Et je me dis, mais quel âge elle a? Mais je dis non, on a le même âge. Non. T'as un CV hyper long comme le bras, quand même. Oui. Bon, en même temps, 8 ans jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'ai toujours beaucoup bossé. Oui, toi, jamais eu creux et tout, j'ai eu cette chance, c'est ouf. quoi. Ouais. Oui, on touche du bois pour toi. On touche du bois pour ça dure, parce que c'est vrai que c'est toujours cool dans ce métier, c'est quoi. super. Et après, en fait... Donc ce pot, là Donc ce pot, voilà. Donc le mec, il me dit... donc moi, je suis là, moi, j'ai fait Camping Paradis, j'ai fait ce téléfilm-là, j'ai fait cette série, j'ai fait ce truc. Bon, tu vois, je raconte un peu mon CV, tournage, tu vois. Puis après, je dis, je fais surtout du doublage et tout. Puis je lui dis, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez déjà fait de la motion capture avant, j'imagine, mais des choses que j'aurais peut-être pu voir. Puis le mec, il était genre hyper simple, il fait, oh yes, maybe, we did Narnia, Harry Potter. J'étais là,
Ah d'accord. C'était là genre, ok. Ah ouais. J'étais oui, écoute, voilà. Je savais plus quoi dire. Je me disais, putain, mais moi, je suis une grosse merde. Putain, non, mais quand même, c'est vrai. Mais c'était hyper drôle, Et d'ailleurs, tu rencontres parfois aussi, donc je reste dans le doublage parce que c'est une spécificité que tu as par rapport aux autres comédiens que je vais pouvoir recevoir dans ce podcast. Tu rencontres parfois les comédiens que tu doubles? Ah, c'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. J'avais rencontré une fille que je doublais dans Amour, Gloire et Beauté à Los Angeles. Ouais. Et puis une autre comédienne qui s'appelle Lacey Chabert. Ouais. Que j'ai rencontrée pareil à Los Angeles. Elle tournait La Vie à 5, une série avec Neve Campbell il y a hyper longtemps. Et moi, je la doublais depuis que j'avais genre 13 ans. Ouais. Et puis là, je devais en avoir 18. Ouais, donc quand même. Ouais. Et c'était, tu vois, ce type 5e ou 6e saison. Ouais. J'étais à Los Angeles en vacances chez un pote pendant 3 semaines. Et je me souviens toujours, il m'avait dit, mais tu devrais appeler son agent et proposer de la rencontrer. Ils sont très, très sympas, les ricains et tout. Je lui dis, bon. Ouais. Et je dis, ok, si tu veux, mais enfin, bon, j'y croyais pas du tout. Et j'appelle son agent, genre 3 jours après mon arrivée. Puis je lui dis, oui, bonjour, voilà, on ne se connaît pas, je m'appelle Dorothée Pousseau. Et le mec me coupe, il dit, mais c'est your Lacey's French voice. Ah ouais, il savait donc. Donc je lui dis, mais j'hallucinais, quoi. Ouais. Je dis, yes, tu vois, mais je me dis, mais comment le mec peut connaître le nom de sa voix française, qui sont la foot, enfin, tu vois, bon. C'est génial. Je sais pas s'il connaissait l'allemande, l'espagnol et l'italienne, mais tu vois, c'était complètement ouf, quoi. Et donc, je dis, yes, tu vois, et puis je dis, écoutez, je suis là à Los Angeles pour 3 semaines. Ouais. J'aurais adoré la rencontrer, si ça l'amusait aussi, je sais pas, voilà, bon, voilà mon numéro ici, et tout, je laisse mon numéro de la maison du pote chez qui j'étais. Puis 15 jours se passent, aucune nouvelle, et il me reste 4 jours de vacances, je dis, bon, tant pis, voilà, enfin, tu vois, voilà, bon. Et là, le mec rappelle, et il dit, ouais, est-ce que vous êtes libre demain? Désolé, mais elle était pas là, puis après elle est revenue, il tournait, bref, hein. Est-ce que vous êtes libre demain? Je dis, oui, j'étais là, je faisais rien de spécial, j'ai rien à foutre, je suis en vacances, bon. Et puis il me dit, venez au studio Columbia à telle heure, surtout avec votre passeport, parce que tu peux pas rentrer comme ça et tout. Ouais. Sécurité. Et machin et tout. Je dis, ok, voilà. Et du coup, je suis arrivée le lendemain, et là, elle était là, elle avait fait venir sa mère. Elle était encore plus contente que moi. Ils avaient fait tout le planning pour qu'elle ait 1 heure de pause entre 2 scènes où elle faisait rien pour me faire visiter tous les studios et tout. Ouais. Et là, elle me fait visiter les studios, on discute, on échange, on rigole, on s'échange les numéros de téléphone. Et puis on s'appelle après, on s'est appelé genre pendant 2 ans, tu vois, pour Noël, Nouvel An, bon anniversaire, ou comme ça. Ouais. Après on s'est perdu de vue parce que tu vois la vie, tu grandis, voilà, tu et aujourd'hui on se parle toujours sur Instagram. On se répond et on se parle, on se voit des petits messages. Enfin, tu vois, la meuf, elle a 1 million d'abonnés. Je me suis dit, je vais lui envoyer un message. Elle me répondra pas, elle va même pas le voir. Tu vois, le message. Même moi, parfois, j'essaie de répondre à tout le monde et j'en loupe. Ouais, bien sûr, c'est normal. Mais moi, à côté d'elle, je suis minime, tu vois. Et du coup, voilà. Et en fait, si, elle m'a répondu. Elle me dit, ah là là, mais je me souviens trop de toi, mais comment ça va, nanana. On s'est échangé des photos des gosses. Enfin, tu vois, complètement fou. Et je continue à lui parler, et voilà. Et tu continues à la doubler? De temps, pas sur tout. Pas sur tout. Parce que quand c'est pour TF1, c'est une autre comédienne. Ouais. Ah ouais. Qui prennent tout le temps, mais qui est très bien aussi. Ouais, non, mais ça c'est ouf. Et quand c'est pour M6, c'est moi, donc bon, ça dépend la chaîne. Mais tu sais que c'est fou parce que j'ai vu la voix française de, je sais pas moi, Patrick Swayze ou là je parle d'homme ou de Rocky, ou je veux dire, on est tellement habitués que si t'as un film où c'est pas cette voix-là, t'es là, tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est très bizarre, quoi. Ouais, donc je trouve ça fou d'avoir une comédienne et de pas garder systématiquement la même voix française. Mais eux, ils se posent moins de questions, si tu veux. Ils ont moins le respect du public et le suivi du... Moi, j'ai doublé en premier. Ouais, tu vois, c'est pour ça. J'ai doublé depuis que j'avais 12 ans. Ouais. Je l'ai toujours doublé et tout. Et puis, quand elle est arrivée chez TF1, les gens de TF1 ont voulu mettre quelqu'un d'autre, tu vois. C'est fou. Bon, ok. Si j'aimerais que tu racontes à tous ceux qui se disent, tiens, le doublage, moi, ça m'intéresse, je sais pas, quel conseil tu peux leur donner, et surtout de raconter du moment où tu lis soit le scénario ou que tu regardes la série jusqu'au moment où ça sort, un petit peu chaque petite étape, tu vois. Alors, déjà, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'être comédien. Avant de vouloir faire du doublage. Voilà, exactement. C'est vraiment un métier de comédien. Ouais. C'est une branche de notre métier de comédien. Ouais. Mais le doublage, tu peux pas être débutant. Ouais. Autant tu peux tourner un film, même en rôle principal, en n'ayant jamais pris un concept de ta vie. C'est vrai. Parce que, tu vois, on va te suivre, on va te prendre pour ton rôle. Très souvent, tu vas jouer ton propre rôle. On va te filmer de telle et telle manière. Tu vas préparer ton rôle pendant 3 mois en avance. Voilà. Donc, tu peux. Tu vois, autant en doublage, c'est impossible. Ça n'existe pas. En 35 ans, j'ai jamais vu quelqu'un y arriver. Ouais.
Parce que tout simplement, il y a cette immédiateté de connaissance de jeu, de comprendre ce que l'autre joue, de le rejouer tout de suite derrière, qui est instantané. Oui, et puis en 1 minute. Ce procédé de la ligne, de machin, il faut quand même avoir un minimum d'expérience. Déjà, la technique est handicapante, tu vois. Donc la technique, elle peut se choper. Honnêtement, nous, on a ouvert une école de doublage en 5 jours, les comédiens. Elle est réservée qu'aux comédiens, ou minimum 3 ans de cours de théâtre. Pour les plus jeunes, évidemment, à 16 ans, ça s'appelle Dub School. D-U-B, comme doublage, -school, dubschool.fr. Il y a le site, il y a tout. Il y a une ligne téléphonique, un mail, on répond au téléphone, on répond au mail et tout. L'école, elle cartonne. On a ouvert le 9 octobre dernier. On a ouvert une 2e à Cannes. Génial. C'est super. On prend que des comédiens, je répète, c'est important. Parce que justement, on n'est pas là pour vous apprendre ce que c'est qu'une émotion, ce que c'est qu'un sentiment, comment retranscrire. Pas du tout, c'est pas un cours de théâtre. Les gens savent déjà jouer, savent déjà faire ça. Et on vous apprend que la technique. Et honnêtement, en 5 jours, 40 heures, vous êtes prêts. En termes de technique, vous êtes prêts à l'avoir. On vous donne toutes les astuces pour être prêts à travailler. Par contre, pour travailler, il faut être comédien. Les directeurs artistiques, ils nous demandent d'être comédiens, ils nous demandent de nous voir sur scène, de nous voir jouer. Tout ça, c'est impossible tu peux pas te présenter. Parce qu'il y a une époque, il y a 20-25 ans, quoi. Moi, je me souviens, on me disait, tu peux aller à Dubbing Brothers, tu te présentes, tu traînes un peu dans les trucs, tu vas voir, demande à faire un essai, et puis si c'est bon, on te prend, tu vois. Aujourd'hui, ça se passe... Non, mais même à l'époque, c'était pas exactement comme ça. C'est-à-dire que tu pouvais assister au plateau, tu pouvais effectivement demander parfois de faire un essai, mais bon, les gens, ils ont leur programme dans la journée. Tu te dis, attends, c'est comme si t'arrivais sur un tournage et tu dis, bon, à la fin de votre journée de tournage, je peux tourner une scène pour vous montrer ce que je peux faire. C'est pareil, le mec, il te dit, t'es gentil, mais le tournage, il se finit à 19h, il se finit pas à 19h30, quoi. Si on fait pas d'heures sup. Voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'était pareil, nos journées, elles se finissent à 18h30. Ou 19h en moyenne. Tu peux pas dire à tout le monde, à l'ingénieur du son machin qui a déjà 8 heures dans les pattes parce qu'on commence à 9h. Bien sûr. De dire, hey gars, tu restes une demi-heure de plus gratos. Je te montre. Pour montrer, pour aller tester des gens. Tu vois, ça n'existe pas. Donc le problème, c'est que notre casting aujourd'hui, on peut le faire qu'en allant voir des gens au théâtre. C'est pour ça qu'on demande des démos images, voir comment tu joues à l'image, te voir sur scène, etc. Et c'est là qu'on te propose des rôles. On entend ta voix dans ta démo, on entend ta voix sur scène et tout. Et il y a eu un gros engouement sur le doublage. Les gens faisaient tous des vidéos TikTok. Ils s'entraînaient sur des rythmos. Ils disaient, regarde, ça passe super bien et tout. Mais j'ai envie de leur dire, oui, mais le problème, c'est que ça ne marchera jamais. Vous ne travaillerez jamais. Parce qu'en fait, nous, les directeurs artistiques, ils ont envie d'aller chercher des comédiens. Et qu'il y a déjà pas beaucoup de rôles et tout ça, on veut les donner à des comédiens qui sont comédiens de métier. C'est pour ça, tu disais, en tant que directrice artistique, tu vas voir plein de pièces de théâtre et tu flashes sur tel comédien, telle comédienne. Exactement. Et tu leur proposes. Et je leur propose des rôles, tu vois. Des essais ou des rôles? Les deux. Les deux, des essais parfois, et des rôles. Si c'est un petit rôle qui a pas d'essai, je les prends directement. Et si c'est un gros rôle, il y a des essais. Tu vois. Mais je les prends comme ça. Tu vois, il y a pas de tiens, j'ai une jolie voix, on m'a dit que je serais très bien en doublage parce que j'ai une jolie voix, on s'en fout d'avoir une jolie voix, tu vois, c'est savoir ce que t'as dans les tripes, comment tu joues, est-ce que t'es capable là dans 1 minute de pleurer, de faire une scène de drame, de rire aux éclats, de composer une voix de cartoon, de faire la voix d'un hippopotame, d'une petite fille, d'un jeune garçon. D'ailleurs, ça c'est un truc intéressant, comment tu travailles ta voix pour le doublage? Est-ce que tu changes ta voix en fonction évidemment des gens? Mais c'est le jeu qui te porte. En fait, c'est le jeu qui modifie ta voix. Beaucoup. Tu la changes pas volontairement, tu te dis pas tiens là je vais avoir une voix un peu... tu la changes mais en t'inspirant de l'image. D'accord. Tu vois. Mais quand tu fais par exemple, t'étais jeune quand t'as fait les Sœurs Olsen, mais... Non mais quand je fais Vanellope dans Les Mondes de Ralph, par exemple, c'est une petite fille. Oui, c'est ça. Je change ma voix, mais c'est l'image qui m'emporte vers ça. J'ai toujours du mal à refaire exactement la même voix, d'ailleurs quand j'ai pas du tout d'image ou tout ça. D'accord. Parce que c'est le dessin, l'énergie et tout ça qui va m'inspirer une voix que je vais composer, bien sûr. Évidemment, c'est pas ma voix naturelle. Si, par exemple, tu passes de ça, tu vois, un film d'animation ou un dessin animé ou un film où tu fais une petite fille et que après tu fais la mère de Ray Charles et qu'après tu dois repasser à la saison 2 de ce film où tu fais la petite fille, t'arrives à retrouver... ça c'est mon quotidien, c'est ça tous les jours. Et puis le lendemain je vais faire une pub et puis après je vais aller faire un habillage pour Disney Channel. Puis le surlendemain je vais aller tourner une journée sur un film avec des potes. Tu deviens pas schizo, et je vais rentrer à 3h du mat parce que c'était un tournage de nuit. Le jour d'après à 9h
9h, enfin à 10h, je serai dans un bureau de prod pour faire une lecture pour une future pièce de théâtre. Ouais. C'est le métier de comédien, en fait. Mais c'est vrai que moi, je touche à tout. Il y a des comédiens qui sont vraiment axés que théâtre, d'autres qui axés que tournage. Moi, vraiment, je fais tout. Ouais. Non, mais c'était comment tu travaillais ta voix? Est-ce que tu la modifiais en fonction mais on la modifie, mais c'est vraiment le rôle qui t'inspire, en fait, de changer, tu vois. D'accord. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Ok, attends, j'avais aussi des questions. Donc, il faut se former au jeu d'acting. C'est exactement ça. Et puis... Et une journée type, c'est donc, on arrive, on le disait tout à l'heure, c'est très enfermé, mais souvent, on est debout quand même. Alors, on est debout toute la journée. Debout toute la journée. Derrière un micro, enfin, sauf la coupure déj, c'est 9h30, 13h30, 4h non-stop, enfin, une petite pause de 10 minutes vers 11h30, tu vois, on fait 2 heures, petite pause de 10 minutes histoire de faire un pipi ou une clope pour les fumeurs. Et puis après 2 heures, ensuite on a 1 heure de pause déj. Après 4 heures l'après-midi, de 14h30 à 18h30. Pareil avec une petite pause vers 4h30 de 5-10 minutes. Et voilà, bon ça c'est une journée type. Mais en soi, on finit souvent plus tard. Parfois on commence plus tôt, parfois on peut même commencer à 8h30. Non, et ce qui m'intéresse, parfois on n'a pas le temps de déjeuner parce comment que c'est ça très se passe intense. À l'intérieur. C'est-à-dire, tu as le comédien derrière le micro, tu as donc cet immense écran où tu vois le film, où on te le passe d'abord, comme tu dis, par petite boucle du maximum 1 minute. Voilà. On te passe la scène 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après c'est à toi derrière. Donc t'as l'ingé son qui t'enregistre, le directeur artistique qui est assis à côté, qui te dirige, qui va te dire non, tu vois, elle est beaucoup moins projetée, elle a moins d'assurance, donc le recul, quoi. Voilà, qui a le recul, qui connaît son film par cœur. Qui a bien bossé en amont. Voilà, plusieurs fois, et qui t'explique ta situation, ton rôle, voilà. Ouais, il t'explique, voilà, par exemple, c'est vrai, parce que le comédien, surtout s'il t'enregistre dans le désordre. Il te dit attention à ce stade du film, elle a perdu ses parents, tu vois ce que je veux dire. Donc elle est déjà très bouleversée, tu vois, il t'explique un peu où t'en es dans le film. Et donc, qu'est-ce que tu trouves aujourd'hui? Comme un réalisateur. Comme un réal, justement, tu vois, moi je suis à la fois comédienne, réal. Souvent on me demande ce que je préfère. C'est très difficile de choisir. Toi, avec toute l'expérience que tu as, tu préfères je préfère jouer. Tu préfères jouer que de diriger. Oui. Okay. Alors après, par contre, ce que j'aime le plus, dire que je préfère le doublage ou tourner et tout, j'ai quand même une petite préférence pour le tournage, évidemment, parce que je crée moi-même le truc. Sûr. Mais ce que j'aime, moi, c'est changer. C'est-à-dire c'est passer d'un tournage à un doublage, à un habillage, à une pub, à de la motion capture, à du théâtre, c'est ce que j'aime le plus, c'est de varier les plaisirs. Voilà. Et même justement de passer à une journée de direction, d'être derrière la console et de diriger les autres et après de revenir et voilà. D'apprendre, de faire des journées de formation chez Dub School, parce que je forme aussi. Donc ça c'est génial de découvrir des nouveaux talents en formation. De passer en fait, de former la relève, de passer toutes les armes qu'on m'a passées moi quand j'étais plus jeune. En fait, on voulait, avec Kelly Marot, on a monté cette école, on voulait former la relève comme nous on a été formés à l'époque. Voilà, en fait, mais encore une fois, en s'adressant qu'à des comédiens. Donc du coup en fait ce que j'aime c'est ça, c'est la multitude que te propose ce métier artistique, c'est ça. Et c'est pas d'être enfermé dans une case. Tu vois, ce qui est quand même très français. Non, c'est vrai. Très souvent, on dit, mais c'est un comédien de théâtre, il va faire que du théâtre, il pourrait faire de l'image, il le ferait bien, tu vois. Ou inversement, il est bien au cinéma, mais non, mais on va pas lui proposer de pièces. Pourquoi pas? Ça reste le même, tu vois. Un comédien peut faire finalement beaucoup de choses. Oui, s'il en a envie, en tout cas, c'est un peu, j'aime pas trop quand on nous met dans des cases. Non, mais t'as raison. Donc, alors, il y a une question que je voulais absolument te poser, c'est quelles sont, déjà, est-ce que t'as été plus ou moins, enfin pas plus ou moins fière, c'est pas ça, mais est-ce qu'il y a un personnage où je me suis dit waouh, t'étais impressionnée de doubler ce perso? Moi je suis très perfectionniste, alors impressionnée, la chance, tu veux dire, de le doubler. Je crois que tu étais impressionnée parce que j'avais fait moi. J'allais dire, là, ça risque pas trop. Non, il déjà, je m'écoute ton CV pour voir que tout est bien. Non, mais déjà, je m'écoute pas. Et alors, en plus, à chaque fois que je m'écoute, je me dis, j'aurais pas dû faire ça. Donc, ça, c'est normal. Ça, je vais pas. Ça, c'est tout à fait normal. Non, mais où tu dis, putain, on te propose de doubler. Je sais pas. Si, j'ai été très impressionnée, par exemple, qu'on me propose Scuttle. Merde, comment c'est en français? L'oiseau dans La Petite Sirène. Ok. Eureka. Voilà, Scuttle en anglais, Eureka. Parce que c'est Aquafina en anglais, c'est une rappeuse hyper connue. Et il y a un rap de Maboule de 3 minutes qui est hyper dur, qui est sur Spotify d'ailleurs et tout. Et là, déjà quand on me propose le casting, déjà quand on m'a proposé le casting, je me suis dit, ils sont fous, ils vont fumer quoi? Enfin, tu vois, c'est hyper dur, je suis pas rappeuse, quoi, tu vois.
je me débrouille un peu en chant, mais je suis pas, je suis pas une rappeuse, donc je me suis dit mais ça va être tout pourri. Bref, et donc j'ai un casting jeu et un casting chant. Et déjà j'étais étonnée d'être au casting. En plus j'étais en face de chanteuses de fou. Et quand on m'a appelé derrière pour me dire t'es prise, alors là je tombais de ma chaise. Je me suis dit mais ils sont fous, pourquoi ils me prennent moi? Et donc oui, ça m'a impressionné. Je me suis dit mais c'est incroyable, je comprends pas pourquoi ils me prennent. Tu te souviens de ce morceau de rap? Je serais incapable de chanter parce que c'est du rap, il y a pas vraiment de mélodie. Ouais, c'est ça, c'est un truc très haché quoi. Ouais. Ça s'appelle La rumeur est là, mais en toute honnêteté, je te le ferai pour déconner, mais je serais incapable de le. Je serais incapable de le refaire. Là, comme ça, non, mais c'est un rap. Mais oui, je comprends. T'as une musique derrière, je serais incapable de te refaire la. Tu veux que je te fasse la beatbox? En plus, il n'y a pas vraiment de mélodie. Non, mais en plus, il y a vraiment de mélodie parce que ça casse, après elle slame un peu, après elle re-rappe. Donc c'est ça qui t'a le plus impressionné, ce qu'on t'appelle pour faire justement doubler ce perso. Et j'ai galéré, t'as même pas idée. Mais t'as même pas idée. Ça veut dire que mais vraiment, je suis rentrée chez moi le samedi soir après 10 heures d'enregistrement toute seule. J'étais épuisée. Épuisée. Et je rentre et là, je me dis, mais ça va pas du tout. C'était pas assez bien, c'était hyper dur et tout. Je me dis, mais. Parce qu'on n'a pas les morceaux avant. On peut pas les avoir chez nous pour travailler. Et non, parce qu'il y a les confidentialités. Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut plus du tout assister en doublage et tout. On peut plus rentrer sur les plateaux. Donc la chanson, je l'ai découverte en arrivant le matin. D'accord. Tu vois? Donc vas-y, va rentrer dedans. C'est super chaud. Puis moi, je suis pas une chanteuse. Tu vois, je me débrouille, mais enfin, je suis une arnaque en chant, tu vois. Donc là, je me dis, mais quel enfer. Je suis triple disque de platine sur Mortel Adèle. Non. Si, signé chez Sony. C'est génial. L'album fait par Guillaume Aldebert. Qui a été donc créé par Antoine Doll et Diane Lefeyer, le créateur de Mortel Adèle. Mais je suis une arnaque totale, tu vois. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Enfin bon, et à la fin de la journée, je me dis, mais putain, c'est pas ça et tout. Et le directeur de chant, Quentin Bachelet, qui est un ami de plus de 20 piges, le fils de Pierre Bachelet, que je connais hyper bien depuis longtemps, qui me connaît bien, qui sait aussi ce que je peux donner et tout. On se dit, non mais... il faut que je digère la chanson. Il me dit, tu peux revenir mardi? Je dis, je suis à Dubbing, justement, là où on enregistrait le film et tout. J'y suis jusqu'à 17h. Je dis, viens, derrière, on enchaîne. Il me fait, ok. Et là, 17h, je finis ma journée depuis 9h du mat. Et là, je retourne en studio chant. Et là, je fais... tu t'étais entraînée. Je fais 17h, 20h30. Et en fait, en 3 heures, j'ai plié la chanson. C'est juste qu'elle avait mûri dans ma tête. Bien sûr. Tu vois, je l'avais bossé pendant 10 heures, blablabla. Et puis là, bim... je l'ai recraché et là. De Dorothée Boussé, alors après, j'arrive pas à la cheville d'Aquafina, tu vois. Mais honnêtement, je me suis dit putain, ok, c'est bon, j'ai réussi quand même à faire un peu le job, je crois. Nouveau challenge. Ouais, tout le temps. Moi. J'ai jamais des trucs reposants. Moi, j'ai pas la voix de jeune première, donc j'ai jamais la meuf très mignonne, tranquille. Tu vois, mais j'ai toujours des rôles très speed, très trash, très Harley Quinn. Quoi. Bon, donc prochain step, c'est quoi ton rêve dans ce métier? Qu'est-ce qui te reste à accomplir? Écoute, honnêtement, mon rêve, c'est de continuer à être aussi heureuse et à vivre de mon métier. Voilà, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu la chance, tu vois, de vivre de mon métier, d'être épanouie dans tous les domaines. Tu vois, d'aller, pareil, enregistrer des albums, chants, des machins, c'est complètement improbable. Et donc du coup mon rêve c'est que ça continue le plus longtemps possible quoi. C'est ce qu'on te souhaite Et puis alors pour les conseils pour ceux qui veulent faire du doublage, soyez d'abord comédien, tourner, jouer, puis c'est quand même l'essence même de notre métier. Exactement. Au bout de 3 ans d'expérience minimum, vous pouvez vous inscrire à la Dub School. Exactement. Et puis un jour vous croiserez sans doute le chemin. Vous serez formé par les meilleurs parce qu'on a vraiment des directeurs artistiques de fou. Et les meilleurs. Tous les meilleurs du métier. Et voilà, et puis après ça prendra, on a plus de 30% de nos élèves qui bossent donc génial, c'est un super ratio alors qu'ils ont jamais fait de doublage. Bravo. Et alors avant qu'on se quitte, je pose toujours les 2 mêmes questions à mes invités. Quels sont les 3 films qui ont marqué ta vie ou qui sont incontournables pour toi et pourquoi? Alors du coup j'ai même pas réfléchi. Ça va être spontané. Je dirais, tu vois, là, alors c'est pas forcément qui ont marqué ma vie, mais pas qui sont forcément incontournables pour vivre, mais je veux dire, comme j'ai adoré La Crise de Colin Serrault, je connais toutes les répliques par cœur, donc c'est drôle parce que tu vois, c'était vraiment un film qui m'a beaucoup marqué, j'ai trouvé exceptionnel. Même en tant que jeune comédienne, je me disais, pourtant j'étais gamine, enfin on avait quoi, 18 piges, début 90 quand il est sorti. Non, alors on avait 10 ans. On avait 12. Alors je l'ai pas vu quand il est sorti. Oui, 12 ans. Je l'ai pas vu, je pense à 12 ans. Je l'ai vraiment vu un peu plus tard. J'aurais dit peut-être 18 ans, tu vois, où vraiment, voilà.
J'étais complètement transcendée. Bah, alors, César du meilleur scénario, et je l'ai revu, moi, il n'y a pas longtemps. Et écoute, c'est impressionnant. Tu peux reprendre le même scénar, le refaire aujourd'hui. Il n'y a aucune réplique qui a vieilli. C'est impressionnant. Il est génial. Mais c'est un génie. C'est du génie absolu. Ouais. Pour moi, c'est un des plus grands films. Ouais, c'est vrai, il faut le voir. De français jamais fait. Exactement. C'est du génie absolu. Ce qui a mis pour moi Colin Serrault, que je sais que tu vas recevoir. Oui, je t'envie. J'aimerais bien venir. À la limite, apporter le café, le thé. Regarde, je peux faire, tu vois, multitâche. Non, j'adore. Je suis très fan. Et c'est vrai que pour moi, c'est devenu une sorte d'icône. Je me suis dit, mais putain, mais quel génie cette meuf, quoi. Donc je dirais ça comme ça, mais un peu, sans grosse réflexion. Ensuite, les films de Laurel et Hardy. C'est grâce à Laurel et Hardy que le doublage a existé. Parce que quand ça s'est exporté, au début, ils tournaient dans toutes les langues. C'est pour ça qu'ils parlaient avec l'accent, parce que c'était leur vraie voix. C'était eux qui tournaient en français. Ensuite, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup trop cher de tourner 2 fois les films. T'imagines, de tourner 2 mois, tu tournais 4 mois, c'était pas possible, il y a 100 ans à peu près. Ah, ils tournaient à la fois en anglais et en français, ils refaisaient les prises. Et en espagnol, et en allemand, mais véridique. Mais non, et mais là, les films se sont exportés, d'où l'invention. Et les Français, c'est les Français qui ont inventé le doublage. Ah, mais ça, c'est génial. C'est bien d'être un peu chauvin. Bah ouais. Et les Français, ils ont eu l'ingéniosité, parce que tous les Allemands, les Espagnols, ils se sont retrouvés comme des cons, pareil, à dire, merde, on n'a plus les films de Laurel et Hardy. Merde. Parce qu'à l'époque, si tu veux, il y a 100 ans, les gens ne parlaient pas une broque d'anglais. Donc, je veux dire, il n'y avait pas de débat sur VOVF. C'était VF ou zéro, quoi. Tu voyais pas de. Enfin, c'était soit ils parlaient en français, soit c'était des films français. Mais il n'y avait pas de films qui. Traduits, sous-titrés, quoi. Mais non, c'était pas du tout agréable, les gens n'aimaient pas. Et du coup, là, en fait, les Français se sont dit, mais attends, vu qu'ils ont arrêté que les films cartonnaient en France, merde, le marché, Laurel et Hardy tombe à plat, c'est con. Si on les doublait, incroyable. Si on parlait sur leur bouche. Et là, ils se sont dit, mais quelle bonne idée. Et ils ont inventé la bande rythmo et tout. Mais tu vois, qu'ils ont vendu dans tous les pays d'Europe. Et c'est complètement français. Et donc, du coup, moi, j'étais très, très fan de Laurel et Hardy. Avec mon frère, on connaissait les répliques par cœur. On refaisait les chorégraphies tous les deux. On faisait Laurel et Hardy dans la chambre de mes parents, parce que c'était le seul endroit où il y avait un poste de télé. Et du coup, on se regardait tous les... Enfin, c'est là où il y avait le magnétoscope, en fait. Parce qu'il y en avait un aussi dans le salon. Et donc, on se mettait les cassettes vidéo, on enregistrait, on connaissait les répliques, les chorégraphies, tout. C'était pour moi, toute mon enfance, c'était vraiment une barre de rire. Et ensuite, il y a pas mal de films qui m'ont marqué. Et j'adorais les ados, j'ai adoré les Goonies. Ah bah bien sûr. Et c'était vraiment un film qui m'a vachement marqué. Ouais, pareil. Tu vois, c'était un truc avec les boum, je t'attrape et tout. Et je me disais, et je voulais tourner dans le film. Je me disais, je voyais ces ados, et moi, ado, je me disais, mais moi, j'aurais voulu être dans le film, et je voulais tourner ce rôle-là. Parce que t'imagines, c'était une aventure incroyable dans cette grotte quand ils allaient à la chasse au trésor d'un pirate, c'est génial. Mais c'était génial. Et donc moi, je rêvais de tourner à leur place ce rôle-là, tu vois. Donc voilà, les 3 qui me viendraient à l'esprit comme ça, sans trop réfléchir, quoi. Ok. Et en chanson... Attends, j'ai pas posé ma question, regarde, elle anticipe. Ah non, mais comme tu l'as mise dans la même question, non, la chanson. Non, t'as raison. Non, tu m'as dit les 3 films et la chanson. Non, ça, je te l'ai dit avant qu'on enregistre. Mais t'as raison, parce que c'est normal, c'est ça, Dorothée, ça veut dire que t'as une mémoire infaillible. Non, c'est vrai, parce que je lui ai dit avant qu'on enregistre le podcast, je te poserai quand même 2 questions, essaye d'anticiper ta réponse, parce que c'est toujours très... faut réfléchir, faut se poser. Et j'aime bien terminer par, effectivement, quelle est la chanson qui serait pour toi la bande originale parfaite du film de ta propre vie. Et comme c'est vrai que c'est un peu compliqué, je te l'ai dit avant, et tu vois, tu l'as gardé en tête, je suis contente. Mais t'as trouvé ? Eh ben, écoute, en fait, pareil, sans trop de réflexion, parce que finalement, j'ai gardé en tête la question, mais j'ai pas réfléchi. Direct après, on a enchaîné tout de suite, donc bon, je t'avouerai que j'ai absolument pas, voilà. Mais écoute, je dirais, parce que pour l'instant, je dirais qu'il y a une chanson, j'adore la Motown. Moi, de manière générale, je suis très très fan de Motown. Je pense que c'est notre génération un peu aussi. C'est notre génération, on n'écoutait que ça. Donc tu vois, Stand By Me, tout ça, machin. Et je choisirais My Girl. Ah, My Girl. Qui est un film dans lequel j'ai doublé. Je devais doubler d'ailleurs l'héroïne. Sauf que je me faisais... Michael, j'arrive jamais à dire son nom. Je devais doubler l'héroïne. Pose d'appareil dentaire à l'intérieur, parce que j'étais en tournage. Donc, zozotage. Au moment... Non, on ne savait pas si j'allais zozoter ou pas. Du coup, ma mère a l'honnêteté de dire au directeur artistique, attention, il lui pose un appareil. Moi, je te dis oui pour le film, mais je ne sais pas si elle va zozoter ou pas. Elle préfère aller... Tu vois, elle va pas le piéger, quoi. Du coup, il prend Ludivine Sagné. Non. Anecdote, et Alexis Thomasian pour faire Macaulay Culkin et la petite. Oh là là. On se rend compte, après la pause d'appareil, elle rappelle, elle dit, écoute, finalement... Elle zozote pas du tout. Ça m'a pas gêné. Je tournais, je doublais, ça m'a pas du tout gêné, mais on savait que ça dépend des gens. Parce que le dentiste nous avait prévenu. Du coup, elle dit, écoute, elle zozote pas. Donc il dit, je lui mets le rôle de la meilleure copine.
Donc j'ai quand même doublé sur le film. Je fais sa meilleure pote. D'accord. Dans le film. Et puis moi j'étais très pote avec Ludivine et tout ça. Bah oui. Bon, on se connaît encore. Oui. On se voit moins parce qu'évidemment avec la vie et tout. Mais voilà, on est copines. Et du coup, on est quand même ensemble. Et avec Alexis, toujours mon super pote. Donc c'est trop cool. Et on enregistre ensemble sur le film. Et moi je fais le plus petit rôle, mais je m'en fous. Je suis contente d'être là. Et donc j'ai adoré ce film. J'ai adoré cette chanson. Et je suis maman aujourd'hui de 2 petites filles. Donc quand je dis My Girl, pour moi, ça me parle, c'est mes filles. Bien sûr. Elles l'ont vu le film ? Pas encore. Ah. Pas encore. Je vais leur montrer, mais c'est un petit peu dur. Ouais. C'est un petit peu dur quand même. Donc je me suis dit, là, la grande, elle a eu 10 ans il y a 15 jours. Ouais, je me suis dit, allez, d'ici 2 ans, je leur montrerai, mais j'attends peut-être encore une petite deuxième. C'est vrai. Mais ok, My Girl. Eh ben, écoute, ça marche. Je le mettrai la vignette. Parce que finalement, c'est mon plus beau rôle, je pense, aujourd'hui. C'est vrai ? Tu dirais ça ? D'être maman, ouais. Ah oui, d'être maman. Oui, pas le doublage de la meilleure amie dans My Girl. Si vraiment, ces 3 lignes 12 là, vraiment, j'ai incroyable. Dans toute ma carrière, c'était bon. Bon, en tout cas, c'était trop cool de t'avoir dans cet épisode de Retour vers le début. Merci Dorothée Pousséo. Merci à toi Maléa. Et puis donc, longue vie encore à ta carrière et à très très vite, soit au cinéma en tant que comédienne ou en tant que doubleuse, on reconnaîtra ta voix, ou en tant que directrice artistique ou en tant que directrice d'école. En tout cas, à très bientôt et merci d'avoir été là. Merci à toi. Salut à tous. Salut.